Félix a parlé aussi de Inga. Inga comme un projet industriel continental. Il ne s'agit pas simplement de la RDC. Donc la RDC, le sort de l'Afrique centrale est lié à la RDC. Et donc, il faut toujours marteler sur l'Afrique centrale. Il faut toujours marteler que la RDC, c'est la locomotive. Si vous négligez la locomotive, si vous l'abandonnez à son propre sort, c'est l'Afrique qui meurt. Donc, le narratif ou les discours stratégiques du président consiste ou a consisté à ramener toujours l'Afrique en RDC. Et donc, ici, c'est une référence au complexe hydroélectrique de Inga. Pourquoi ces points est stratégique et pourquoi marteler sur ces points était porteur. Le président n'a pas parlé seulement d'énergie, mais de l'industrialisation régionale. Nous avons un problème d'industrie en Afrique, plus particulièrement en Afrique centrale. Et donc, est-ce que nous ne voulons pas voir nos pays respectifs s'industrialiser? Est-ce que nous ne voulons pas aussi qu'on parle de l'Afrique centrale comme un pôle, comme une région prospère? Et donc, l'industrialisation régionale, la souveraineté énergétique africaine passe véritablement par la RDC. Voilà pourquoi le président a évoqué Inga. Nous sommes dans la transformation locale de nos ressources. Pour ce faire, on doit mettre en avant, on doit soutenir les projets Inga. Et donc, ça parle directement à la conscience de présidents qui, peut-être inconsciemment, ont agi à l'encontre de l'Afrique en n'est pas soutenir la RDC. Donc, si les Africains ou le chef d'État africain de l'Afrique centrale prenaient conscience que le poumon de l'Afrique centrale, c'est la RDC, donc soutenons l'Afrique. En soutenant l'Afrique, nous soutenons la RDC. Dans ces cas-là, nous allons avancer. Donc, stratégiquement, le président a mis au centre le projet de Inga. Inga, c'est l'industrialisation régionale et non seulement de la RDC. Inga, c'est la souveraineté énergétique africaine, non seulement de la RDC. Donc Inga, c'est la transformation locale de nos ressources. Nous n'aurons pas à dépendre d'autres personnes. Donc le message clé, chers amis, dans cette prise de parole, c'est investir en RDC, vous préoccuper de la RDC, c'est investir non seulement en RDC, mais c'est investir dans l'avenir énergétique africain. Voici comment Félix parle au chef d'État de l'Afrique centrale, de la région du Grand Lac. Donc soutenons la RDC pour l'Afrique, parce que en soutenant la RDC, vous vous soutenez vous-même. Et puis, Félix a parlé aussi d'un élément très important. Félix ne veut pas que la RDC soit seulement un pays où on vient, on prend, on part. Il a parlé de raffiner le minerai localement. On raffine localement. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, Félix refuse le modèle extraire, exporter brutalement et transformation ailleurs. Il a dit non, 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 terminez ces choses-là. Donc ici, c'est extraire, la transformation en RDC, c'est ce que beaucoup de Congolais ont du mal à capter, et on va créer évidemment une valeur ajoutée locale. Si nous ne transformons pas, nous n'avons pas de valeur ajoutée locale. Et pour qu'il y ait transformation locale, etc., il faut que Inga soit fonctionnel. Le message est clair ici. La RDC ne veut plus être uniquement un fournisseur de matières premières, ne veut plus être simplement une casserole, un trou, un tonneau, dedans duquel les gens viennent, puisent et puis partent. Ils vont transformer et puis ils reviennent ici nous vendre des choses transformées, alors que la matière première, c'est à nous d'abord. Donc, vous comprenez qu'il y a un refus catégorique
de l'ancien système. Il faut que la valeur ajoutée reste en RDC. Ça, c'est le message clair et limpide. Je crois que ceux qui devaient prendre des notes ont pris des notes. Alors, la RDC ne veut plus être uniquement un fournisseur de matières premières. Il faut de la création des emplois en mettant en place l'industrie. Donc, on va créer des emplois, création des emplois, augmentation des recettes fiscales, forcément, et une montée en puissance industrielle. C'est ce que le président a déclaré aujourd'hui. Donc, cela répond directement aux attentes, effectivement, des partenaires occidentaux, parce que c'est ça qui est indiqué dans l'accord économique États-Unis, la RDC, nous allons en parler tout à l'heure. Donc, cela répond directement aux attentes de la transition énergétique mondiale. Et puis, il y a le dialogue. Le dialogue, oui, je veux bien le dialogue, mais en RDC. Et sans les auteurs qui ont commis des massacres. Il a été clair aussi sur ces points. Le message politique est fort, forcément. Le président a distingué deux choses. Le dialogue politique et la légitimation de la violence armée. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a refusé tout simplement l'externalisation du dialogue. C'est-à-dire, le dialogue n'ira pas ailleurs. Ça ne se fera pas à Nairobi, ça ne se fera pas en Angola, ça doit se faire en RDC, dans le rejet de la négociation sous pression armée. Il refuse ça, que le message soit clair. La souveraineté congolaise ne se négocie pas à l'extérieur. Donc, nous allons dialoguer ici à la maison. Tous ceux qui ont commis de crimes, tous ceux qui ont commis de massacres, ceux qui ont tué des Congolais, eux ne seront pas conviés au dialogue. Il a été clair à ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne direction et je pense qu'il faut des fois être radical pour faire comprendre au monde que la RDC n'est plus la RDC d'hier, comme évidemment certains pays occidentaux, les Américains, les Français et même autrefois en Algérie, ils ont totalement refusé de négocier ou de dialoguer avec ceux qui ont pris les armes et qui ont massacré. Je pense que c'est une bonne posture et ça fait honneur, évidemment, à la RDC. Ça démontre effectivement que nous pouvons dire non. Nous disons non et ça démontre aussi que Félix est dans une position de force. Alors, une référence. Il a fait référence évidemment aux déclarations de l'ambassadrice sur la collaboration avec le M23. Félix en a parlé. Il a dénoncé, mention indirecte de la reconnaissance de liens entre le Rwanda et le M23. Il n'a pas hésité à le dire. La portée stratégique de cette déclaration, de cette dénonciation, Félix place la question dans le champ diplomatique officiel parce que c'est un événement qui s'est passé, tout le monde le sait, tous le savons. Et donc, ces points transforment une accusation en élément politique assumé et met la communauté internationale face à ses responsabilités. Parce que vous, la communauté internationale, Boyoki, vous avez compris, vous avez entendu que cette femme a déclaré effectivement que son pays est en collaboration avec le M23 et donc ceux qui causent la mort, ceux qui causent la déchéance à l'est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez entendu, alors que le Rwanda a toujours nié sa participation, a toujours refusé d'accepter qu'il soutient le M23. Et là, cette femme a parlé au nom de Kagame. Et bien entendu, plus tard, le marionnette, M. Nanga, a repris et a confirmé ce que la femme avait dit
au niveau des États-Unis. La complicité n'est plus supposée, ce n'est plus quelque chose à réfléchir, elle est reconnue publiquement et assumée. Pourquoi ce discours est stratégique? Chers amis, ce type de discours, ce type de rencontre sert à cadrer la lecture internationale du conflit, à préparer le terrain diplomatique futur, à renforcer la légitimité congolaise et à rappeler les lignes rouges nationales. Et donc, ce qu'il faut comprendre, sans trop de complications, les discours n'étaient pas destinés aux Congolais uniquement, ils s'adressaient surtout aux chancelleries étrangères, aux partenaires économiques et aux institutions internationales. L'objectif de la RDC était simple, pas une complication. La position de la RDC comme un acteur responsable et lisible. Nous ne sommes pas dans la tergiversation, on n'est pas dans le brouillard, mais on est clair et on sait lire dans ce que nous sommes. La position de la RDC claire comme un partenaire stratégique et aussi, évidemment, un État souverain et déterminé. Chers amis, la réaction diplomatique possible après le discours présidentiel. Qu'est-ce que ce discours peut créer dans les pays dont les représentants étaient en place? Le discours, évidemment, a touché 4 points sensibles. D'abord, la sécurité régionale, parce qu'il faut marteler sur la sécurité, il faut reprendre le narratif Kagame qui consiste à marteler sur la sécurité. Nous récupérons ce narratif-là. Nous le récupérons. Le Rwanda n'est plus le centre, n'est plus la personne qu'on doit toujours faire appel quand il s'agit de parler de la sécurité. Donc nous reprenons, d'accord, le jeu, nous parlons sécurité régionale, le discours a touché 4 points, vous avez compris, la sécurité régionale, l'industrialisation, Inga, puis les raffinages. Donc il faut que l'Afrique soutienne la RDC dans cette direction d'autonomisation énergétique. Et si la RDC s'autonomise en énergie, c'est l'Afrique centrale, c'est toute l'Afrique qui devient autonome, c'est toute l'Afrique qui pourra, sans hésiter, sans craindre les coupures énergétiques, installer des usines de raffinement. Donc, troisième élément, sur le cadre du dialogue politique et en quatrième position, la reconnaissance indirecte de la complicité rwandaise avec le M23. Voici les 4 plans, les 4 couloirs dont le président a martelé sécurité, industrialisation, cadre politique, le dialogue avec non des personnes qui ont fait couler le sang, et puis la reconnaissance indirecte de la complicité rwandaise avec le M23. Donc chaque acteur international lit ces messages différemment, vous comprenez. Et puis, quelle sera la réaction des puissances occidentales? C'est qu'elles vont retenir par rapport à cette prise de parole. C'est un discours structuré d'une personne qui ne se perd pas, un discours étatique, responsable. Les mots sont pesés, chers amis, et la priorité à la stabilité régionale. Donc, on a arraché le narratif de Kagame. Nous nous approprions, nous nous inquiétons aussi de la sécurité régionale. Nous sommes aussi acteurs et nous prônons la sécurité régionale et non seulement, non seulement Kagame, nous sommes aussi en capacité, nous sommes capables de sécuriser aussi la région. Et la lecture des puissances occidentales, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont perçu dans la position, dans le discours de M. Félix, une volonté de transformation industrielle locale. Cette volonté est exprimée sans
en bage sans hésitation et aussi un refus total de la violence comme levier politique. Et donc, la réaction probable de ces personnes, c'est les renforcements du soutien diplomatique. Forcément, parce que Félix a été clair. On sait lire dans ses propos, on sait comprendre et aussi voir la détermination d'un homme qui veut changer, qui veut reconfigurer l'environnement qui est enraciné dans l'insécurité et reconfigurer cet environnement et apporter une touche de sécurité, une touche de prévisibilité. C'est ce que les grandes puissances veulent savoir. Est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que cette personne nous garantit? Est-ce que cette personne va nous sécuriser? Alors, si vous êtes capable de donner aux grandes puissances la lisibilité, vous faire comprendre, ne pas tergiverser, ok? Alors, dans ces cas-là, vous serez accompagné. Mon ami Uzer, vous ne connaissez rien, puisque vous avez mis 7 ans. Puisque vous avez mis 7 ans, alors vous ne connaissez rien. Vous pouvez changer de chaîne. Donc, pour ses partenaires, évidemment, la RDC apparaît comme un acteur rationnel, d'accord? Rationnel et prévisible. Vous comprenez? Et la réaction des institutions africaines à ce niveau, les organisations régionales africaines lisent ces discours comme suite. Je vous ai dit, nous sommes dans un moment charnière. Le discours de Félix a lieu dans un environnement où signature, l'accord de paix, l'accord économique avec les États-Unis, l'attaque de Uvira, l'injonction des grandes puissances de quitter Uvira, la déclaration de l'ambassadrice pour reconnaître effectivement qu'il y a un accompagnement, une collaboration avec le 1-23 et la reconnaissance officielle de lui-même, M. Nanga, et donc tout concourt, tout se concorde à dire les Rwandais, ici, c'est les Rwandais qui est problématique. Nous allons en parler un peu plus bas pour qu'on puisse saisir la portée, la manière dont Kagame est vu aujourd'hui au niveau international. Ok, c'est bien mon ami. Alors, donc les organisations régionales africaines lisent ces discours comme un appel à la solidarité continentale, une demande de reconnaissance du rôle stratégique de la RDC. La RDC doit récupérer sa place, mon ami, et un signal de leadership régional. Et donc, ici, probablement, il devra y avoir un soutien politique accru des acteurs politiques africains, ok? Une réaction probable d'encouragement au dialogue encadré et de la prudence, effectivement, diplomatique pour éviter l'escalade régionale. Alors, maintenant, la réaction du Rwanda face à ce qui s'est dit aujourd'hui. La mention indirecte de la complicité avec le 1-23 place effectivement Kigali dans une position délicate. Parce que le président là, en a parlé. Et donc, cela veut dire que cette femme a été forcée de le dire. Parce que depuis des années, les Rwandais n'ont jamais accepté d'être celui ou celle qui soutient le 1-23. Donc, la collaboration effective avec le 1-23 sous-entend que le Rwanda est le pays qui a soutenu le RCD, qui a soutenu le CNDP, qui a soutenu le 1-23 bis 1, le 1-20. Donc, ça dit que le Rwanda a toujours été l'acteur principal ou l'arrière-plan qui a toujours déstabilisé la RDC. Parce que quelle est cette collaboration? Donc, votre collaboration date depuis 1997 alors. Vous collaborez dans quel cadre? Donc,
option possible pour Kigali. Comment est-ce qu'il peut réagir à ça face aux déclarations du président Félix? Il va minimiser publiquement ce que le président a dit. Intensifier la diplomatie régionale. Le Rwanda va tenter de minimiser la posture du président aujourd'hui, quand il a parlé, nommer les Rwandais, et demander effectivement au monde d'être responsable, de s'assumer, parce que nous faisons partie de l'ONU. Et donc, c'est le membre de l'ONU qui est agressé par l'un des membres. Et donc, effectivement, assumez-vous. Le Rwanda va adopter une posture de défense stratégique comme toujours et cherchera de médiation indirecte. Donc, toute réaction trop agressive renforcerait la position congolaise. Voilà pourquoi le Rwanda va être dans la douceur. Et puis, la réaction des partenaires économiques face à ces discours stratégiques, les investisseurs vont lire quoi? La stabilité politique, parce que le dialogue n'est pas refusé. Nous ne voulons pas des gens qui sont entachés de sang. Nous sommes un pays qui palabrant. Donc, celui qui veut discuter, qui veut palabrer, Félix a dit, d'accord, venez ici à Kinshasa. Nous ne voulons pas externaliser nos desiderata. Venez en Kinshasa, nous allons en parler. Et donc, vous êtes M23, ok, vous n'avez pas les sangs entre vos mains, venez, on va en parler. Vous avez touché les sangs, la justice sera là pour vous orienter. Et il se réfère en quoi? Il se réfère sur des cadres légaux. Ces cadres légaux, c'est quoi? Le cadre légal, c'est tout simplement, nous parlons de DDR. Le DDR qui est bien mentionné dans l'accord de paix. Ok? L'accord de paix parle bien du DDR. Vous êtes un assassin, vous ne viendrez pas dialoguer. On va dialoguer pourquoi? Dans le sang devient l'ascenseur politique. Vous voulez devenir des ministres? Vous voulez devenir ici des députés? Vous voulez être au rang des grands alors que vos mains vous accusent d'être des assassins? Pas de dialogue avec ceux qui ont touché le sang. Et donc, chers amis, vous comprenez que les investisseurs voient et comprennent, lisent dans le président Félix de la stabilité politique, de la clarté stratégique, un homme clairvoyant, la volonté d'industrialiser localement, et donc, conséquence possible, les intérêts vont accroître pour des projets énergétiques parce que c'est un pays qui se stabilise, vous comprenez? Nous sommes en train de nous stabiliser. Il y a de l'ouverture vers la transformation de minéraux localement parlant et aussi la prudence conditionnée à la sécurité. Évidemment que Félix est en position de force. Donc, la réaction des organisations internationales, les discours alimentent quoi? Les discours alimentent les discussions sur la sécurité régionale. Il faut sécuriser la région parce qu'il y a un homme au sein de la RDC qui a pris position, qui se maintient, qui a une posture, qui veut que son pays soit stratégique. Et d'ailleurs, son pays est aujourd'hui stratégique. Et pour que ce pays le soit encore davantage, il a fallu un homme qui défie, un homme qui s'élève et qui pointe les responsables, pas seulement les responsables directs, mais les responsables indirects. Il leur demande de prendre leurs responsabilités. Vous qui avez soutenu autrefois Kagame, vous qui avez profité de nos minéraux, vous avez utilisé cet homme parce que nous étions fragiles, nous étions complètement déconnectés de la réalité administrative, politique, etc. Mais aujourd'hui, je suis là, l'interlocuteur, je suis là, et donc venez parler. Donc, la donne a changé, chers amis. Cela peut conduire à quoi? Cela va conduire forcément à renforcer des accords régionaux, à la médiation diplomatique et à la mécanisation des vérifications beaucoup plus actifs. C'est que cela change pour la RDC. Ça change quoi?
Ce discours change quoi véritablement? Ben, ça renforce la crédibilité internationale. Renforce la crédibilité internationale parce que ce monsieur est clair. Félix est clair. Il ne tergiverse pas. Il dit des choses et vous sentez qu'il y a une certaine assurance. Vous sentez que ce gars-là est soutenu et qu'on lui a dit « Ok, on te soutient ». Parce que si tel n'était pas le cas, je pense que le 1-23 aurait pu comprendre qu'il y avait un soutien direct de la RDC quand on leur a demandé de quitter Walikale. Walikale, un terrain stratégique, une ville stratégique. On leur a demandé de partir de là. Et ils sont partis. On leur demande de quitter Uvira, ils sont partis. Donc, un homme intelligent ou un homme prévenu en vaut deux. De comprendre que la RDC, il est temps de lire. Il est temps de lire qui leur a demandé, évidemment, les Américains, mon ami. Donc, il est temps de lire que la RDC n'est plus la RDC d'hier. Il est temps de comprendre que la RDC ne pourra plus être ce pays dont quiconque veut venir épuiser sa colère, voler, être soutenu par l'Ouganda, soutenu par les Rwandais, soutenu par des grandes puissances. La RDC, la configuration ou les futurs énergétiques obligent les grandes puissances de stabiliser la RDC. Mais je m'étonne que certains Congolais ne comprennent pas. Ils affluent encore à Goma pour aller soutenir le mouvement. Donc, ils n'ont aucune lecture géopolitique. Ils ne comprennent pas qu'en fait, la RDC ne peut plus être déstabilisée. Les gens ont du mal, il y a un blocage, il y a un déficit, je dirais même, il y a des neurones qui ont sauté probablement depuis des années et ont du mal à se faire à l'idée que la RDC d'hier, ce n'est plus la RDC d'aujourd'hui. La RDC d'aujourd'hui est hautement stratégique, donc il est hors des questions que cette RDC d'aujourd'hui soit déstabilisée. Les gens ne comprennent pas ça. Et vous avez encore d'autres acteurs politiques, d'autres enfants du pays, parce qu'ils sont mal, parce qu'ils ont des frustrations. Et à cause de ça, ils vont rejoindre la bête qui est déjà morte. La bête qui est déjà morte, la queue, les griffes, les dents sont déjà tombées. Mais vous avez beaucoup de Congolais qui ne comprennent pas encore la logique stratégique liée aux ressources minières qui sont utiles aujourd'hui stratégiquement pour la transition énergétique. Les gens ne comprennent même pas quand on parle de la transition énergétique. C'est ça les problèmes. Donc, les Congolais ne comprennent pas. Alors, c'est un discours devant les corps diplomatiques qui sert à fixer les narrations officielles internationales, à orienter les positions futures de partenaires et à préparer le terrain diplomatique. Donc, chers amis, vous avez compris que le Rwanda a changé de statut diplomatique par rapport à ces discours. Puisque, avant, les Rwandais étaient un acteur utile. Avant, les Congolais pouvaient s'allier à Kagame pour profiter économiquement de la souffrance, de la détresse congolaise. Les Congolais pouvaient se dire, si je veux devenir quelqu'un d'important dans ces pays, je dois aller voir Kagame parce que Kagame est soutenu par les grandes puissances. Je dois aller m'agenouiller chez Kagame parce que lui, il a les mandats internationaux. C'était comme ça à l'époque. Avant, il est un acteur utile pour les grandes puissances. Avant, il y a une ambiguïté tolérée. On tolère ces exactions en RDC. On tolère les crimes, les massacres. Nous avons déjà compté plus de 15 millions de morts. Et il y avait une ambiguïté pour le condamner. Donc, la communauté internationale soutenait ces messieurs. Et donc, avant, la marge de manœuvre était large à l'est de la RDC. Donc, ce monsieur était le dieu, il était le maître des temps des circonstances à l'est, puisqu'il vivait, il consommait, il se nourrissait, il a gonflé avec le minerai de la RDC.
c'était avant, mes amis. Zaki liboso ezalaki bongo. Mais sikoyo discours est changé. Discours après discours est changé. L'accord de paix ngolobanine. L'accord de paix est sikoyo le Rwanda sous la surveillance diplomatique. Cet accord de paix a lié les Rwandais à se conformer. Parce que si tu ne te conformes pas, alors que tu as signé, il y aura des répercussions parce que tu as signé. Vous devez comprendre. Donc, après les discours, et c'est ce que les gens ne comprennent pas, quand tu le lises mal l'accord, nous allons parler d'ailleurs de cet accord, pour la fond la porte moussous. Cet accord de paix avec les Rwandais a mis l'acteur principal d'hier sous la surveillance diplomatique mondiale. Parce que à Pessi Kutus Naye, en d'autres termes, il a autorisé qu'on le surveille. Donc, les actions que le Rwanda va poser désormais avec l'accord, ces actions seront documentées désormais. Cette documentation, ça passe par des satellites, ça passe par les ONG, ça passe par des drones. Parce que Kagame a autorisé d'être soumis, d'être mis sous la surveillance diplomatique. Parce qu'il a signé. Après les discours, l'accord de paix, vous comprenez que les comportements est évalués par des garants internationaux. On va évaluer les comportements de signateurs. Qui a signé? Le Rwanda a signé, la RDC a signé. Et donc, vous avez autorisé, vous avez donné le couloir, vous avez ouvert la porte à la surveillance sur vos faits et gestes. Et c'est sur base de vos faits et gestes parce que vous avez signé l'accord de paix sous la supervision des États-Unis, qui n'est pas n'importe qui d'ailleurs. Alors, les États-Unis s'étant engagés personnellement par la personne du président Trump, donc il ne faudrait pas humilier les garants. Donc, avant, Kagame était en paix, il était tranquille. Mais après la signature, c'est terminé, il s'est mis sous les tentacules diplomatiques mondiales pour ne pas surveiller. Donc, le Rwanda n'est plus seulement un partenaire sécuritaire. C'est comme ça que vous devez comprendre l'accord de paix. Le Rwanda est devenu, désormais, après la signature de cet accord de paix, le Rwanda est devenu un dossier diplomatique à suivre. Dossier diplomatique à suivre. Parce que c'est un monsieur qui est belliqueux. Un monsieur avec des intentions de ténèbres. Le but est d'écraser les êtres humains pour s'enrichir, pour se positionner. Et donc, cette dynamique de massacre doit cesser. Ça cesse parce que Kagame a signé. Et donc, maintenant, la référence publique à la complicité avec les M23, c'est un tournant. Parce que quand un chef d'État a évoqué un mot publiquement, une déclaration ambassadrice à Rwanda, évoquant une collaboration directe, reconnue par l'ambassadrice, que nous collaborons effectivement avec le 1-23, qu'est-ce que cela signifie après la signature? Après la signature de paix, l'accord de paix, ça signifie quoi? Cela signifie que l'argument n'est plus officieux. Ce n'est plus dans des tiroirs. L'argument n'est plus à chercher, à se poser des questions, etc., à tergiverser. L'argument n'est plus officieux. Les points est intégré dans la narration diplomatique officielle. Donc, c'est officiel. Le M23 est soutenu par les Rwandais.
C'est officiel maintenant. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui les a pris? Qu'est-ce qui a poussé Kagame à dire, à ordonner à son ambassadrice d'aller faire cette déclaration? Et maintenant, comme de vrais stratèges ou de vrais analystes, vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé en dessous du lit? Qu'est-ce qui s'est passé entre le Rwanda et les États-Unis? En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé entre Trump et Kagame pour que Kagame dise à son ambassadrice de dire publiquement, officiellement, d'officialiser leur collaboration avec le 1-23. Quelle pression Kagame a reçue de la part de M. Trump pour avouer publiquement, alors que son ambassadeur, plutôt alors que son ministre des Affaires extérieures, Kirungirunguru, quelque chose comme ça, lui a déclaré aussi publiquement devant des médias qu'ils n'ont rien à voir de près ou de loin avec les 1-23. C'est un mouvement autonome, un mouvement libre. Eux soutiennent, ça veut dire compatissent. C'est un soutien moral et non un soutien tactique qui accompagne avec la logistique et bien d'autres choses. Donc c'est une contradiction frontale. Ici, le ministre des Affaires étrangères dit non, on ne collabore pas, et d'ailleurs on ne connaît pas ces gens-là. Nous, notre histoire s'arrête à la frontière, c'est tout. Mais l'ambassadrice dit oui, nous collaborons, et Nanga confirme que nous collaborons effectivement, et d'ailleurs, pas seulement avec le Rwanda, nous collaborons aussi avec nous collaborons également avec l'Ouganda, pour faire entrer l'Ouganda dans le jeu. Pour dire en fait, c'est une collaboration stratégique. Mais vous collaborez avec le Rwanda comment? Puisque le Rwanda a signé un accord de paix avec la RDC. Mais quelle est cette collaboration dont nous ne connaissons pas? Le Rwanda a signé un accord de paix de non-soutien aux groupes armés, à respecter la souveraineté territoriale de la RDC. Les Rwandais ont signé que tu ne soutiens pas les groupes armés, notamment le M23. Mais comment est-ce que l'ambassadrice dit que nous collaborons avec le M23? Ça veut dire que vous soutenez, alors que l'accord dit pas de soutien au M23. Donc, qui a trahi l'esprit et la lettre de l'accord? C'est vous les Rwandais. Parce que l'accord disait pas de soutien aux groupes armés. Et vous, la RDC, pas de soutien. Et là, on a nommé pas de soutien au FDLR. Dans l'accord, la RDC ne doit pas soutenir les FDLR, c'est nommé, c'est explicité. Et pour les Rwandais, on n'a pas nommé, on a dit pas de soutien aux groupes armés. Mais le 1-23 est un groupe armé, mon cher. Votre ambassadrice l'a dit, vous soutenez, vous collaborez. Et donc, vous êtes pris les deux mains dans la casserole. Donc, chers amis, cela signifie que l'argument n'est plus officieux, les points ont été intégrés, la déclaration a été intégrée dans la narrative diplomatique officielle, c'est officialisé, et le silence international devient le silence international et comme kilo, ça devient lourd. Vous ne pouvez plus vous taire parce que sinon vous serez taxé, considéré des complicités parce que l'opinion publique verra que vous ne dites rien, vous ne commentez pas l'actualité, donc vous serez considéré effectivement comme des complices. Donc, ce n'est plus possible pour les grandes puissances, après la déclaration de cette femme, que les grandes puissances continuent de protéger le Rwanda. Ce n'est pas possible parce que le monde entier va comprendre, qu'effectivement, le Rwanda est à la base de la souffrance, basi kozobango par la force, bana kobomabango, ba jeunes gens kozobango na makasi pour qui ne kobunda. Donc le monde entier sait
Ça va être très difficile pour les grandes puissances, pour la France, de continuer à protéger le Rwanda. Donc, à partir de là, le déni rwandais devient moins crédible. Alors, pourquoi Kigali ne peut plus agir comme avant? Le Rwanda est désormais pris entre 3 contraintes. Contrainte Misatu. Contrainte numéro 1. Le cadre légal signé. Toute action militaire indirecte deviendra une violation formelle dans le territoire, dans la souveraineté territoriale de la RDC. Toute action militaire indirecte. Toute action militaire indirecte peut déclencher des sanctions ciblées parce que, la femme a parlé, toute action militaire indirecte affecte les partenaires internationaux. Vous comprenez? Alors, le rôle des États-Unis comme garant, parce que les États-Unis sont des garants et ils ont garanti la stabilité. Trump a dit, j'ai ramené la paix dans un pays où les habitants ont souffert près de 3 décennies. Trump s'est glorifié en disant que je suis les pacificateurs, je suis le porteur de paix et j'ai apporté la paix en RDC. Les rôles des États-Unis comme garant, les États-Unis, chers amis, ne peuvent plus ignorer une violation documentée. Documentée, ils ne peuvent plus se taire. C'est chose passée. Les États-Unis ont engagé la crédibilité devant le monde entier. La crédibilité devant le monde entier a été engagée et donc, par voie des conséquences, ils doivent préserver leurs accords économiques régionaux. L'exposition internationale, plus Kigali va agir, plus à Kosala, plus à tenter, plus il va confirmer les accusations, plus il va confirmer effectivement que nous sommes en collaboration directe avec le 1-23. Et donc, c'est un piège stratégique classique. Pourquoi Kagame sait que c'est la fin du cycle ou d'un cycle? Son levier sécuritaire régional est Sili. La tolérance occidentale est couille parce que tout est documenté dès à présent, parce que le Rwanda a signé l'accord de paix. L'accord de paix dit « Surveillez-moi, Botala, na signé yango, na kosala yango lisusu te. » Donc, le Rwanda, Kagame a donné son accord pour être soumis dans une surveillance diplomatique. Drone, satellite, documentation. Et les États-Unis ne peuvent plus se taire face aux documentations parce qu'ils ont besoin de posa bakota na kati RDC pour chasser ou pour faire un bras de fer avec la Chine. La tolérance occidentale est couille. La RDC est devenue économiquement stratégique. Les accords ont remplacé les arrangements informels. Et donc, en géopolitique, quand les cadres juridiques remplacent l'ambiguïté, les anciens rapports des forces deviennent obsolètes. Quand les cadres juridiques, on a Zawapi, l'accord de paix, l'accord au signé, les États-Unis a signé. Donc, l'accord de paix est remplacé l'ambiguïté, est remplacé le tantôt plutôt. Oh, on ne sait pas, on ne comprend pas. L'accord de paix, maintenant, les États-Unis se sont engagés, le monde s'engage à regarder de près qui viole l'accord, qui sort de la ligne blanche, qui traverse l'autre côté. C'est ça le cadre juridique.
Et donc, les anciens rapports de force est comme obsolètes. Parce qu'on va regarder qui est en train de violer les accords. Et la réaction probable du Rwanda à court terme, un, à cause une diplomatie défensive, en d'autres termes, à multiplier les déplacements diplomatiques, à cause de la discours des coopérations sécuritaires comme Azaki a habitué de le faire, et il va rechercher des médiations, ça c'est première option. Deuxième option pour les Rwandais, c'est des tensions contrôlées. Ça veut dire quoi? En mettant des pressions indirectes ou des actions limitées, mais les Rwandais vont tester la réaction internationale, comme à Salakiango avec Ouvira. Et troisième option, c'est une reposition stratégique. Repositionnement stratégique, l'acceptation progressive du nouveau cadre mondial. Il faudra que les Rwandais acceptent ça pour continuer de vivre, à se retirer discrètement, sans bruit, et s'adapter au nouvel équilibre mondial. Je pense que c'est l'option la mieux, la meilleure. Il faut suivre. Donc la troisième option est la plus rationnelle pour le Rwanda, mais aussi la plus difficile politiquement pour le Rwanda, parce que cela voudrait dire lâcher le caserne d'Ali Baba. C'est-à-dire sortir de l'argent facile, sortir du statut le seigneur régional, sortir du statut le distributeur des richesses. Ça veut dire sortir du cadre où les grandes puissances venaient au Rwanda pour s'acheter des matières premières dont leurs industries avaient besoin. Donc, le rôle de fournisseur, les Rwandais vont quitter ces rôles, et ces rôles de fournisseurs apportaient beaucoup de devises. Et donc, les Rwandais sera déconnecté, ne sera plus aussi important qu'hier. Parce que son importance au Rwanda, ce n'était pas simplement le cadre de sécurité régional, mais son importance était le trafic d'or, trafic de coltan, trafic de matières premières, et ces matières premières vont coûter dans la RDC. Et donc, le carrefour où se croisaient les grandes puissances, dans cette position stratégique de Rwanda à perdre Yango, et ça va faire très mal au Rwanda. Parce qu'il y a beaucoup de millions, robinets, millions et katana. Ce sont des militaires, de RPR, ce sont des officiers, des généraux, etc., sa famille, les proches, donc tous ces gens qui ont des entreprises au niveau de la logistique, des gens qui ont des entreprises de convois, des camions, dans Batunion, Soanatu, où on a qui vivre dans l'illicite, dans la prédation des ressources. Ces gens-là, tous vont tomber parce que le cadre, la gravité autour du Rwanda va disparaître. Vous comprenez? Et donc, ça va être très difficile pour les Rwandais. Alors, c'est que la RDC va gagner, beaucoup parlent en Balamoko, sans que je dise quelque chose. Le temps diplomatique va jouer en faveur de la RDC. Évidemment, la documentation va renforcer la position de la RDC. Tout est documenté. Les gens disent, mais pourquoi la RDC n'attaque pas? Il faudrait que la RDC déclare la guerre au Rwanda. Moi, je ne comprends pas souvent ce genre de position, où je peux le comprendre aussi quelque part. C'est un manque de connaissances approfondies sur les répercussions et sur qui déclare la guerre. Si vous déclarez la guerre, ok, à un pays, quelles que soient les relations de soutien aux groupes armés dans le pays dont vous déclarez la guerre était engagé,
Sachez que c'est vous. C'est une logique internationale. C'est vous qui serez tout simplement déséquilibré, qui serez déclassé, qui serez taxé d'agresseur. Vous comprenez? Si vous déclarez la guerre au Rwanda aujourd'hui, c'est vous vous allez vous retrouver dans une situation de faiblesse. Donc, la guerre, elle est diplomatique, chers amis. La guerre que Fachi mène aujourd'hui, c'est une guerre diplomatique. Ici, là où les bâtiments, les infrastructures ne tombent pas, maquillés athées. C'est une guerre stratégique, une guerre de basculement des positionnements. Ok? Vous allez faire la guerre. Vous allez faire la guerre au Rwanda. Mais la communauté internationale va vous condamner. Parce que la guerre veut dire quoi? Guerre régionale. Pas entièrement vrai. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par pas entièrement vrai? La communauté internationale va vous condamner parce que c'est vous qui enclenchez la guerre. Oui, on a condamné les Rwandais, bien sûr, mais on n'a pas sanctionné les Rwandais, mon cher. On n'a pas coupé la collaboration. Ce sont des condamnations, d'accord, mais jamais on a coupé les coopérations ou les partenariats. Il n'y a pas eu de coupures de partenariats. Okay? On peut vous demander de quitter le territoire, oui, mais on ne vous sanctionne pas. On ne vous demande pas, on ne coupe pas les aides. Si on vous coupe les aides, alors là, vous êtes sanctionné. Mais si on vous demande de quitter le territoire, d'accord, mais après, il y a eu quoi? Après, il recule pour bien sauter. Quitter le territoire entre 2098, 2003, 2006, quitter le territoire, d'accord, on quitte le territoire, et puis on revient différemment, on revient en 2009, et puis on revient encore en 2013, on revient encore en 2020, 2022, parce qu'il n'y a pas eu de sanctions. Les sanctions, c'est coupure diplomatique, on ne collabore plus, donc on vous coupe complètement, vous n'êtes plus ressourcé chez nous, vous n'êtes plus évidemment financé, votre armée n'est plus financée, tout est coupé, la moitié de votre économie tombe, ça c'est la punition. Ok? Donc les amis, c'est que la RDC va bénéficier, vous avez compris, les temps diplomatiques jouent en notre faveur, et aussi, dire que la RDC sera sanctionnée, ça c'est une extrapolation. La RDC sera sanctionnée, cher ami, la RDC sera isolée, parce que c'est vous qui déclarez la guerre, c'est vous qui allez, si vous déclarez la guerre, donc c'est vous qui allez attaquer en premier, et donc vous allez, par l'attaque, déstabiliser la région, parce que si vous déclarez la guerre, après ce qui va en découler, c'est que l'Ouganda va intervenir, c'est que le Burundi va entrer en guerre, c'est que le Kenya la Tanzanie, donc c'est vous qui serez responsable de la guerre régionale. Vous comprenez? Donc, c'est vous les responsables. OK? Si vous voulez vous attaquer, cher ami, attaquez-vous alors au M23. Ne vous attaquez pas au Rwanda parce que le Rwanda soutient officiellement, même si aujourd'hui le Rwanda l'a accepté officiellement, mais c'est un peu comme la France qui soutient l'Ukraine. OK? La France soutient l'Ukraine, l'Angleterre soutient l'Ukraine dans la logistique, okay? Dans le ravitaillement des armes. C'est un soutien. Ce n'est pas pour autant que la Russie va envoyer des bombes en France et aux États-Unis. La Russie sait pertinemment que c'est les grandes puissances européennes et américaines
qui ont fait tenir l'Ukraine en ravitaillant en armes. La Russie le sait. Et pourquoi la Russie ne déclare pas la guerre à la France? Parce que on soutient l'Ukraine, pourquoi? Pour des raisons économiques, pour des raisons énergétiques. Vous comprenez? Et donc, le Rwanda peut se positionner aujourd'hui comme la France, qui soutient le 1,23. Je soutiens le 1,23, mais moi, je n'ai pas déclaré la guerre à la RDC. Et si la RDC prend les devants et déclare la guerre, la RDC sera condamnée. D'accord? Comprenez ça. Ça, c'est la logique, c'est le droit international. Mais dites pas, c'est pas vrai si vous ne connaissez pas, cher ami. Je dis jamais de bêtises sur ce panel. Vous dites, c'est pas vrai. Ne dites pas, c'est pas vrai. Allez d'abord fouiller, allez chercher et revenez me voir. Vous dites, c'est pas vrai sans argumenter. Moi, j'argumente. Argumenter, comme ça, on avance. Mais cette analogie-là, cette comparaison est correcte, mon ami. Cette comparaison est correcte. C'est comme ça que ça se passe. Le Rwanda accepte la collaboration avec le M23. Ben, c'est pour se repositionner et se mettre en parallèle avec ce que la Russie fait, avec ce que la France ou les États-Unis font en Ukraine. C'est pour se protéger diplomatiquement. Donc, la RDC ne peut pas déclarer la guerre au Rwanda. Alors, chers amis, on continue. Plus la RDC reste cohérent, plus le coût de la déstabilisation augmente pour Kigali forcément. Alors, le message clé, c'est que le discours d'aujourd'hui, là, alors, le 1,23 n'est pas un État pour que le Rwanda... Je dois vous répondre à votre intervention. Est-ce que vous connaissez que la France a soutenu le djihadiste en Syrie? Est-ce que vous savez que la rébellion qui s'est levée à Benghazi, en Libye, c'était un soutien français? Est-ce que vous savez que certains pays comme le Qatar et les Émirats arabes soutiennent les rebelles au Soudan, Soudan du Sud? Est-ce que vous savez que le Zaïre soutenait la rébellion de l'Angola? Est-ce que vous savez que le Zaïre a reçu la rébellion de Burundi? Est-ce que vous savez tout ça, moi? Donc, étant donné que le monde considère que les M23 sont des Congolais, un pays tierce peut servir d'une base arrière. L'Ouganda est une base arrière, le Rwanda est une base arrière. En cas de problème, il s'est réfugié en Ouganda, il s'est réfugié au Rwanda. Le Rwanda les soutient, le Rwanda le reçoit. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Vous n'allez pas déclarer la guerre au Rwanda parce que le Rwanda a laissé son pays comme une base arrière. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Ça s'est fait seulement. Ça s'est fait seulement avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi en 1996. Mais ça a été fait sous couverture. On a mis devant Laurent Désiré Kabila, alors que derrière, il y avait le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Mais ils ne se sont pas prononcés eux-mêmes. Nous allons faire la guerre au Zaïre parce que Mobutu est tenté d'instrumentaliser le FDLR d'aujourd'hui. Ils n'ont pas fait une déclaration de guerre à Mobutu. L'Ouganda n'a pas fait une déclaration de guerre à Mobutu parce que Mobutu gardait les ADF. Ils se sont cachés derrière un visage, Laurent Désiré Kabila.
Vous ne déclarez pas la guerre à un pays parce que ce pays soutient et protège vos rébellions. Donc, le Rwanda soutient et protège nos rébellions. La RDC ne peut pas déclarer la guerre au Rwanda. Sinon, c'est la RDC qui sera en faute. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. Donc, soyez dans une perspective liée au droit international. Parce que c'est le droit international qui prime aujourd'hui. Ok, les amis? Ce n'est pas une question d'émotion. Bien entendu, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont jamais le faire, tout comme l'Angola n'avait pas attaqué le Zaïre de Mobutu. Tout comme vous avez d'autres pays comme le Soudan n'avait pas attaqué le Zaïre de Mobutu. Tout comme vous avez ici la Russie qui n'attaque pas la communauté internationale, donc qui n'attaque pas l'Europe. Les amis, s'il vous plaît, comprenez ça comme ça, s'il vous plaît. Ne soyez pas dans l'émotion. Comprenez ça ainsi que la RDC ne peut pas attaquer le Rwanda sous prétexte que le Rwanda est une base arrière du 1-23. La RDC ne peut pas déclarer la guerre au Rwanda. OK? Chers amis, maintenant nous changeons de sujet parce que notre ami a dit bref, parce qu'il ne m'a pas compris. Donc nous restons dans deux couleurs opposées. Alors, maintenant, rentrons maintenant dans ce qui fait la force de la RDC aujourd'hui, la force de Félix aujourd'hui. Les Turcs frappent les Kurdes en Syrie, mais parce que la Syrie fait quoi, a quoi comme poids devant la Turquie? Parce que la Syrie est on va dire que la Syrie a été détruite par l'OTAN. L'OTAN, au-dedans duquel se trouve aussi la Turquie. Donc, quelque part, il y a une légitimité parce que la Turquie est dans l'OTAN. Il n'y a pas de secret là-bas. Donc, chers amis, l'engagement de nos soutiens aux groupes armés, nous sommes là. La dimension stratégique du garant américain. Nous sommes là. Ce que dit l'article, l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec les rôles de garant portés par les Américains. Ce que dit l'article dit quoi? C'est là que vous allez comprendre mon propos. La formulation est opérationnelle. Chaque État s'engage à ne pas financer, n'est pas armé, n'est pas entraîné, n'est pas offrir des bases arrières à tout groupe armé opérant sur les territoires voisins. Voici le cadre. L'accord de paix précise ça. Donc, chaque État s'est engagé. Le Rwanda s'est engagé. La République démocratique du Congo s'est engagée à ne pas financer, ne pas armer, ne pas entraîner, ne pas offrir des bases arrière, comme ce fut le cas à l'époque, comme le Rwanda l'a fait, comme l'Ouganda le faisait, comme le Zaïre le faisait autrefois, par rapport aux rébellions de l'Angola, Ouganda, vous avez le Burundi, le Rwanda. Donc, vous ne pouvez plus offrir
de base arrière à des groupes armés opérant sur le territoire voisin. Ça, c'est le cadre juridique. C'est établi dans l'accord de paix. Cela couvre quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi le Rwanda est en difficulté aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il est coincé? Beaucoup ne comprennent pas. Ça couvre les soutiens directs, armes, argent, logistique. Donc, on coupe les ponts au 1,23. Les soutiens indirects également, c'est-à-dire tolérance, facilitation, renseignement. Et vous dites, nous collaborons avec le M23. Vous collaborez comment? En tolérance, en facilitation, en renseignement? Vous collaborez comment? Comment vous collaborez? Comment vous collaborez, les amis? Et donc, il faut dire comment vous le faites. Mais visiblement, l'ambassadrice dira, nous collaborons avec le M23 dans le cadre sécuritaire. Mais l'accord dit pas de soutien, pas de tolérance, pas de facilitation, pas de renseignement. Dites-nous, vous collaborez comment? Et donc, le Rwanda s'est mis en mauvaise posture. Le Rwanda s'est mis en mauvaise position. Cher ami, il faudra m'écrire et nous allons prendre le temps de nous rencontrer et de correspondre sans problème. Nous sommes Congolais et si on doit se rencontrer, je suis également de la Belgique, on le fera sans problème. Chers amis, pourquoi cet article dérange une partie de l'opinion congolaise? Pour quelle raison? Les critiques disent ceci. On met Kinshasa et Kigali au même niveau. Cela limite les stratégies d'autodéfense locale parce qu'on dit Kigali ne peut pas faire ça, Kinshasa ne peut pas faire ça. Donc, on met les deux acteurs alors qu'il y a un agresseur, un agressé, dont les critiques disent ils sont en train de mettre Kinshasa au même niveau parce que cela va limiter les stratégies d'autodéfense locale. Les Rwandais niera toujours toute implication. Ces réactions viendront surtout d'une lecture émotionnelle. J'insiste sur ça, je martèle sur ça. Or, cet article est d'abord un outil, les amis, juridique et stratégique. Pourquoi? Parce que il est écrit les États s'engagent, n'est pas financé, n'est pas armé, n'est pas entraîné, n'est pas offrir une base arrière à tout groupe armé opérant sur le territoire. C'est un cadre juridique, chers amis. Vous comprenez? C'est un cadre juridique. C'est que cet article change juridiquement dans les rapports de force entre les Rwandais et la RDC et aussi aux yeux du monde. Sans cet article-là, qui définit le cadre de non-ingérence, non-soutien, non-accompagnement, de la non-tolérance aux groupes armés qui se trouvent de l'autre côté, sans cet article-là en question, les accusations politiques seraient non opposables. Vous accusez, vous n'avez pas de base juridique, vous n'avez pas de preuves. Sans cet article, aucune base formelle pour sanctionner les Rwandais. Il n'y a pas de base. C'est-à-dire la base, c'est vous enfreignez, vous ne respectez pas ce qui est officiellement imprimé par rapport aux responsabilités de deux côtés. Si vous ne le faites pas, on vous sanctionne. Donc, sans cet article, pas de mécanisme de preuve reconnu. Avec l'article qui définit les couloirs de chacun, la responsabilité de chaque pays, l'article « Toute preuve deviendra juridiquement exploitable » parce qu'il y a une base légale qui définit ce que l'autre peut
et ce que l'autre ne peut pas, et ce que vous ne pouvez pas faire de deux côtés. Et donc, si vous le faites, c'est votre signature, votre engagement, votre accord qui va vous sanctionner. Vous comprenez? Donc, avec cet article dont la plupart des Congolais ne comprennent pas, ils disent que la RDC n'a pas à être citée, n'a pas à être inclus dans cet article dont l'esprit dit ou la lettre dit pas de soutien aux groupes armés. Les Congolais disent, mais nous ne soutenons personne. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit les Rwandais ne soutiennent plus? Et pourquoi est-ce qu'on intègre la RDC? La RDC, nous n'avons pas soutenu le FDLR. Nous ne soutenons pas la FDLR. Mais vous ne savez pas que cet article est stratégique, en fait. Mais oui, la RDC ne soutient pas le FDLR. La RDC ne soutient pas le FDLR. Ça change quoi d'être inclus là-bas? Parce que vous ne soutenez pas et vous ne soutiendrez pas et vous n'avez aucun intérêt d'ailleurs à soutenir le FDLR. Mais celui qui a intérêt à soutenir le M23, c'est qui? C'est les Rwandais. Donc l'article concerne le Rwanda et pas la RDC. Mais pour l'équilibre diplomatique, l'équilibre stratégique, on vous inclut, vous deux, tout en sachant que vous ne le ferez jamais, vous n'avez pas intérêt à le faire. Mais celui qui a intérêt à le faire, c'est les Rwandais. Donc l'article est ficelé et produit pour Kagame. Et Kagame est tombé dans le piège, puisque l'ambassadeur a dit, nous collaborons, alors que l'article dit pas de collaboration. Donc, avec cet article, c'est une ouverture de mécanismes internationaux et la responsabilité étatique engagée du Rwanda. On passe évidemment de la rumeur, de ce qu'on dit, des bruits du couloir, au dossier diplomatique opposable. Dossier diplomatique opposable, c'est un dossier qu'on peut vous opposer. Vous déposez sur la table, voici les rapports de l'ONU, voici ce qu'a capturé comme image, nous parlons de nos satellites, voici les témoignages, alors que vous vous êtes engagé à ne pas soutenir, à ne pas financer, à ne pas former, à ne même pas tolérer, à ne pas laisser un cadre, un espace chez vous, à une rébellion, à un groupe qui menace l'autre pays. Est-ce que vous comprenez la portée de cet article? Il y a une dimension stratégique majeure. Donc, si la RDC aujourd'hui, par ce représentant légal, Félix Tshisekedi, est dans une forme d'assurance, quand vous le voyez parler, vous voyez là un garçon parler, vous voyez un enfant qui parle, vous voyez quelqu'un qui est ringangué, quelqu'un qui est structuré, et quelqu'un qui est reposé, quelqu'un qui connaît les cadres légaux où les grandes puissances ont placé la RDC et le Rwanda. Donc, Félix est très serein et dans la sérénité parce que nous ne sommes pas les agresseurs. La RDC n'est pas un agresseur. L'accord de paix, c'est pour les Rwandais. Nous, ce n'est pas nous qui sommes belliqueux. Ce n'est pas nous qui finançons les groupes armés. Ce n'est pas nous qui accueillons les rebelles. C'est nous qu'on agresse. Vous comprenez? Ce n'est pas nous qui finançons. Dans certains rapports, il est dit ceci, que la RDC doit arrêter de financer les FDLR. Mes chers amis, c'est tout simplement diplomatique. Parce que tous savent que la RDC ne finance pas les FDLR. C'est tout simplement que l'accord de paix n'est pas un tribunal. La RDC a financé la FDLRT. Parce que la communauté internationale n'aura aucune preuve
n'aura aucune démonstration à déployer pour condamner la RDC. Puisque la RDC ne soutient pas le FDLR. C'est juste diplomatique, mon cher Mac. Chers amis, quand les États-Unis se portent garant, cela change trois choses. Trois choses est changé. 1. Le passage d'un accord régional, le passage, couloir, transition d'un accord régional à un accord d'intérêt stratégique mondial. Donc, l'autolongwe région, au quotidien monde. Parce que la RDC n'est plus simplement un lieu stratégique lié à la région du Grand Lac, mais la RDC devient un lieu stratégique pour le monde. Parce que le monde a besoin de basculer de l'énergie fossile à l'énergie verte, à l'énergie qui ne pollue pas. Donc nous sommes dans cette transition-là. Et cette transition demande une RDC calme. Les Congolais, baso comprendre le qu'on a été. Une RDC calme. Ok? La transition énergétique demande une RDC apaisée. Oui, pendant 30 ans, la RDC était sous mouvement de groupes armés parce que ça profitait à une partie des puissances, à une partie et dans un domaine précis, particulier. Ça veut dire que pour le téléphone, pour les ordinateurs et un peu dans l'armée. Mais aujourd'hui, ça ne touche plus seulement les ordinateurs, les téléphones, les tablettes. Aujourd'hui, ça touche les avions, les hélicoptères. Ça touche tous les véhicules du monde, les usines. En fait, ça touche là où repose l'économie mondiale. L'économie mondiale repose sur l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de circulation, vous n'avez pas des bateaux, d'accord, qui acheminent des marchandises. Le commerce international, ce sont des bateaux principalement. Il y a la bagarre du contrôle de mer. Et les contrôles de mer doivent être contrôlés par des grandes puissances. Pourquoi? Ben pour des transits, pour des voyages, pour le passage. Les bateaux doivent être portés, soutenus par l'énergie verte. Plus le diesel, plus l'essence. Vous avez des camions aux États-Unis, la route des soies pour la Chine, ce sont des camions qui transportent des marchandises. Donc, le commerce international a 3 voies. Première voie, la toute première d'ailleurs, ce sont les bateaux. Parce que les bateaux transfèrent la nourriture, la technologie de continent Europe, continent Afrique. Ça se passe par des bateaux. Et donc, l'énergie verte, la transition énergétique demande à ce que la RDC soit protégée parce que ces bateaux, ces avions, ces voitures, ces camions, etc. vont fonctionner et auront comme base fondamentale le lieu d'extraction qui permettront à ce que le monde fonctionne. Chers amis, c'est la RDC. Est-ce que vous comprenez là? C'est la RDC. Une RDC déstabilisée, le monde ne fonctionne pas. C'est comme ça. Et ça, bongo. Donc, l'accord régional bascule, ça passe dans un accord d'intérêt stratégique mondial. Les minéraux critiques congolais sont essentiels, vous comprenez déjà, pour la transition énergétique, l'industrie technologique, la sécurité industrielle occidentale. Dans le lobby, la sécurité industrielle occidentale. Les industries, ils sont en Afrique.
Quel pays africain est industrialisé? Lequel? Vous allez me dire l'Afrique du Sud? Quel pays africain est industrialisé dont le besoin est colossal en termes d'énergie? Ce sont les Occidentaux qui raffinent, qui transforment tout et puis d'autres que la biswango. Dont l'énergie, la consommation la plus importante, ça se passe en Occident. Donc, l'industrie a besoin d'énergie. Cette énergie est coûte à pied en RDC. Il y a aussi d'autres pays, bien évidemment. La RDC n'est pas le seul pays, mais la RDC concentre en tout plus de 80% de ces matières dont le monde a besoin. Et c'est belé, mes amis. Donc, la stabilité de l'Est de la RDC est devenue un enjeu stratégique global. La sécurité de l'Est de la RDC devient un enjeu stratégique global. Pourquoi, en deuxième position, pourquoi un président américain va s'engager personnellement? Les gens vous diront, mais c'est un clown. Mais c'est Trump, par exemple, un clown Moroboye, Azoluka, une visibilité. Vous pensez que le président américain cherche une visibilité? Vous savez combien d'audimat ou combien de gens regardent les élections américaines dans le monde? Vous savez combien des millions de gens, je dirais même des milliards, regardent les élections d'un président américain? Vous pensez que M. Trump a besoin de la visibilité? Pour que la RDC profite de la richesse, il faut l'accord ou l'apport des autres. Parce que la RDC ne peut pas transformer sans la technologie ou sans l'apport de ceux qui détiennent la technologie. La RDC ne peut pas industrialiser parce que la RDC n'a pas la technologie. Donc la RDC a besoin des autres. C'est comme les fourmis. Les fourmis ont besoin de l'apport de chaque fourmi pour porter un projet. La RDC ne pourra jamais se développer seule sans le soutien de ceux qui détiennent le secret en termes technologiques. Sinon, toute l'Afrique serait déjà industrialisée. La RDC ne peut pas se développer seule, c'est impossible. Parce que la RDC a besoin de vendre ce minerai. La RDC a besoin des autres pour devenir riche. Donc la RDC ne peut pas devenir riche seule. Et ça faisabilité. Et d'ailleurs, c'est impossible. Vous ne pouvez pas travailler ainsi. La RDC a besoin d'enrichir indirectement ses voisins. Parce que ses voisins vont collaborer avec la RDC. Donc forcément, ses voisins vont s'enrichir derrière la RDC. Donc pendant que la RDC s'enrichit, les Rwandais s'enrichissent, l'Angola s'enrichit, le Soudan, Burundi, Zambie, Tanzanie, parce que la RDC, c'est la locomotive qui tire tous les autres. Donc, pourquoi la RDC ne doit pas profiter de la richesse avant les autres? Parce que la RDC ne peut pas s'enrichir tout seul. C'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi la stabilité de la RDC stabilise la région et au-delà, avec la transition énergétique, stabilise le monde. Donc, lorsqu'un président américain s'implique directement, un monsieur comme Donald Trump, qui n'a pas besoin de la visibilité, il n'a pas besoin. Cela signifie quoi? Signifie que l'accord touche des intérêts vitaux américains. Il faut d'abord baser la réflexion sur pour quelles raisons M. Trump s'est engagé personnellement à soutenir et à se mettre comme garant. Nous répondons clairement, sans tergiverser, parce que l'accord touche des intérêts vitaux américains et aussi que la crédibilité internationale des États-Unis est engagée. Les États-Unis se sont engagés parce qu'il y avait une cérémonie
qui a été transmis, suivi dans le monde, parce que la RDC n'est pas un petit jeu. La cérémonie de la signature de paix à Washington, c'est le monde entier qui a suivi ça. Parce que la RDC n'est pas n'importe quel pays. Peut-être aux yeux des Congolais, parce que nous avons été trop longtemps assujettis par la misère, par les tentacules des puissants, nous croyons qu'en fait nous sommes rien, mais le monde entier sait qui ou qu'est-ce que représente la RDC. Donc, lisez la RDC dans les yeux des autres, vous comprendrez qui vous êtes. Vous marcherez la tête haute. Vous marcherez comme des princes et des princesses. Parce que votre pays, c'est le Qatar. Votre pays structuré, votre pays refondé, d'accord, dans toutes ses dimensions, économiques, sociales, politiques, tout, alors vous deviendrez des Qatariens. Vous deviendrez, si vraiment une bonne politique s'exprime dans l'homme qui oriente la destinée de la RDC, s'il y a une bonne vision stratégique, les Congolais, vous n'allez plus pleurer d'ici 30 ans. D'ici 30 ans, 2050, nous regarderons derrière, mais ce sont nos enfants qui vont en profiter. Et s'il y a une bonne politique, comme le Qatar l'ont fait, et les Émirats arabes également, comme l'Arabie saoudite, comme le Japon, comme. Donc, en diplomatie, un président américain ne se porte jamais garant d'un accord mineur qui ne sert à rien. Alors, Congolais, Bima n'a pas considération à Mike ne considère pas Donald Trump comme un enfant. Ne considère pas Donald Trump en individu. L'accord de paix, ce n'est pas Donald Trump, mais c'est tout un régime. C'est l'État américain qui s'est porté garant parce que son représentant, c'est Donald Trump. C'est l'État américain qui a structuré, qui a une vue globale de la situation liée à la transition énergétique, qui s'est positionné par rapport à la Chine, qui s'est dit, là, nous devons nous-mêmes prendre le flambeau, nous nous positionnons afin de veiller sur l'applicabilité de cet accord, parce que si cet accord est supervisé, ou si c'est un président, Lorenzo, qui se porte garant, Kagame ne va pas le respecter, il n'y aura pas de conséquences si l'application n'est pas respectée. Donc, comme c'est stratégique, comme ça va au-delà de la région, nous devons nous-mêmes nous positionner. Et moi, Donald Trump, je me porte garant. Parce que c'est quelque chose qui nous vise, nous, directement. Parce que la Chine est là sur place. Il est hors de question de rester dépendant des humeurs chinois. Vous comprenez? Donc, un président américain ne se porte pas garant comme ça inutilement pour rien, pour des dossiers, des dossiers minimes. Ce que cela implique pour la RDC, chers amis, la RDC gagne une protection diplomatique très élargie. Voilà pourquoi des injonctions ont poussé, évidemment, les Rwandais, je dis bien les Rwandais, de quitter Uvira. Tu es d'accord que nous donnons nos minéraux en échange de la paix? Je suis d'accord que nos minéraux soient extraits par ceux qui savent le faire, et ensuite que nos minéraux soient raffinés chez nous, et une fois raffinés, vendus en produits raffinés, et comme ça sera raffiné chez nous, il y aura des créations des entrepôts, de création de usines, de création, donc il y aura toute une dynamique autour de ça. Ça va créer des emplois, ok? Je suis d'accord qu'il y ait des créations des emplois, je suis d'accord que les gens viennent et s'alignent derrière les codes miniers congolais. Vous venez prendre le minerai,
en vous basant sur le code minier congolais. On ne vous donne pas comme ça, comme ce fut le cas du trocage avec la Chine. Ce n'est pas le cas là. OK? Ce n'est pas le cas. Vous venez dans la coopération. Vous investissez, OK? À quelle échelle? 500 milliards, d'accord? Sur 30 ans, OK? On a fait les calculs qu'en termes d'investissement, on atteindra grosso modo 500 milliards en termes d'investissement. Investissement. Création de routes. Création des entreprises, des usines. La sécurité. Donc, l'investissement américain peut avoisiner en termes de matérialisation des infrastructures, on peut atteindre 500 milliards. Comment on récupère 500 milliards? C'est ça la question. Ou même 300 milliards, comment on le récupère? Il faut suivre le code minier. Le code minier, une fois que le produit est raffiné, on vend les produits raffinés, on a un montant, et maintenant ces montants qu'on a, on enlève une partie, on remet. On remet à ceux qui ont construit. Donc, il n'y a pas de « on fait un cadeau ». On ne donne pas nos matières gratuitement. Ils viennent pour se sécuriser eux-mêmes et en se sécurisant, ils sécurisent la RDC. La RDC aura des emplois pour ses enfants. La RDC aura la sécurité pour ses enfants. La RDC aura d'autres entreprises qui viendront investir parce qu'en RDC, dorénavant, il y aura la sécurité. Les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils entendent à l'Est, il y a des insurrections. À l'Est, il y a des âmes qui pleurent à l'Est. Les gens ne viennent pas même investir à Bandundu. Les gens ne viennent pas pour même investir au Kasaï. Pour investir même là à Kinshasa. Parce qu'ils se disent qu'en RDC, c'est la guerre. Donc, le lieu d'investissement, ce n'est pas qu'à l'Est. Les gens viendront investir partout. Parce que partout, il y a du potentiel.